Bienvenue dans votre rendez-vous de 19h15 sur Tchad 24 International. L'Australie a annoncé mardi l'expulsion de l'ambassadeur d'Iran à Canberra en l'accusant d'être impliqué dans des actes d'antisémitisme survenus à Melbourne et à Sydney. Par ailleurs, le gouvernement australien prévoit d'inscrire les gardiens de la révolution iranienne sur la liste des organisations terroristes. Assiam Kandiara fait le point. L'Australie a annoncé le mardi 26 août son intention d'expulser l'ambassadeur iranien, accusant Téhéran d'être responsable de deux attaques antisémites survenues à Sydney et Melbourne. De plus, elle a indiqué avoir suspendu les activités de son ambassade à Téhéran. Lors d'une conférence de presse, la ministre des Affaires étrangères Penny Wong a précisé que l'ambassadeur ainsi que 3 autres diplomates iraniens disposaient d'un délai de 7 jours pour quitter le pays. C'est une première en Australie depuis la Seconde Guerre mondiale. L'Iran a démenti les accusations formulées par l'Australie et a averti qu'elle envisagerait des mesures de rétorsion en réponse à l'expulsion de son ambassadeur. Il semble que cette décision ait été prise afin de compenser les critiques limitées que la partie australienne a adressées au régime sioniste, a déclaré Ismaël Bakaye, porte-parole du ministère des Affaires étrangères lors d'une conférence de presse hebdomadaire. La semaine dernière, Canberra a vivement critiqué le chaînement des attaques du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui a accusé son homologue australien Anthony Albanese d'avoir trahi Israël en exprimant son intention de reconnaître un État palestinien auprès de l'ONU. Entre 2020 et début 2025, les forces de sécurité mauritaniennes ont été responsables de violences graves des droits humains à l'encontre de migrants et de demandeurs d'asile qui tentaient de quitter le pays ou d'y transiter. Brahim Mahamad pour les explications. L'organisation non gouvernementale Human Rights Watch a récemment publié un rapport mettant en lumière les mesures répressives adoptées par la Mauritanie à l'égard des personnes originaires d'Afrique de l'Ouest et centrale. Ces rapports soulignent des années d'abus dans le contrôle des migrations ainsi que des actions répressives soutenues par l'Union européenne et l'Espagne. Ces dernières ont persisté dans l'externalisation de la gestion des migrations vers la Mauritanie, et c'est malgré les abus et violations des droits humains qui y sont constatés. Cependant, les récentes initiatives et engagements du gouvernement mauritanien pourraient favoriser une meilleure protection des migrants et de leurs droits. Le rapport de 142 pages intitulé « Ils m'ont accusé d'avoir tenté de me rendre en Europe d'abus liés au contrôle des migrations et à l'externalisation de l'Union européenne en Mauritanie » met en lumière les abus perpétrés par la police, la garde-côte, la marine, la gendarmerie et l'armée mauritanienne dans le cadre des contrôles frontaliers et de la gestion des migrations. Des actes de torture, de viols et d'autres formes de violence ont été signalés. Entre 2020 et mi-2025, Human Rights Watch a mené des entretiens avec 223 personnes par téléphone et lors des visites en Mauritanie, au Mali, au Sénégal ainsi que dans les institutions européennes à Bruxelles. L'organisation a également analysé les blessures liées au mauvais traitement présumé et a recueilli des photographies, des vidéos et des documents pour étayer ces témoignages. Human Rights Watch a documenté les violations commises par les forces de sécurité mauritaniennes entre 2020 et 2025 à l'encontre des 77 migrants et demandeurs d'asile, hommes, femmes et enfants, ainsi qu'un Mauritanien qui a déclaré avoir été torturé par la police lors de l'interrogatoire lié au trafic des migrants en 2022. La récente décision du président sud-soudanais Salva Kiir de nommer sa fille Adut Salva Kiir au poste d'envoyé présidentiel principal pour les programmes spéciaux continue d'alimenter un vif débat dans le pays. Le reportage de Fanta Aswe. Promue vice-présidente en février dernier, Adut Salva Kiir gérait jusqu'ici une fondation humanitaire portant sa nouvelle position, la place désormais parmi les proches collaborateurs de son père. Un choix dénoncé par plusieurs acteurs de la société civile comme un signe de népotisme et de consolidation dynastique du pouvoir. Cette nomination qui s'ajoute à celle de son fils Tik Salva Kiir Mayardi, propulsé en 2024 comme directeur exécutif adjoint du cabinet présidentiel, ravive d'autant plus les critiques. Cette nomination s'inscrit dans une tendance inquiétante où les postes stratégiques reviennent aux enfants ou proches des anciens leaders de la lutte pour l'indépendance, a réagi un représentant d'une ONG locale craignant une marginalisation des talents capables de répondre aux défis socio-économiques du pays. Dans un pays marqué par des crises économiques récurrentes et des tensions communautaires, ces nominations renforcent le sentiment que le pouvoir se concentre
être entre les mains d'une élite restreinte. Certains activistes appellent Abdou Salva Kiir à placer l'intérêt public au-dessus de considérations familiales et à démontrer sa capacité à agir pour le bien commun. Alors que le Soudan du Sud se prépare à de nouvelles échéances politiques, cette nomination relance les interrogations sur la gouvernance et l'avenir démocratique de la jeune nation du monde. De violentes pluies ont provoqué des inondations, éclairs et glissements de terrain meurtriers dans la région de Cachemire indien, faisant des dizaines de victimes et forçant les milliers de personnes à quitter leur foyer. Cécile Marouka. La catastrophe survient au moins d'un mois après des inondations similaires qui avaient coûté la vie à au moins 65 personnes dans ces territoires himalayens vulnérables aux intempéries extrêmes. Mercredi, les autorités locales ont ordonné la fermeture de toutes les écoles et universités, tandis que les opérations d'évacuation se poursuivaient dans les zones les plus touchées. Les rivières Tawi et Chenap ont débordé au-delà des niveaux de danger, submergeant routes et habitations et paralysant une grande partie des transports. Plusieurs vols ont été détournés en raison des mauvaises conditions météorologiques, tandis que des axes routiers stratégiques restent coupés. Les services de télécommunications ont également subi des perturbations, compliquant les opérations de secours et de coordination. Les autorités qui déploient des équipes de secours et de l'armée pour prêter main forte, appelant la population à la vigilance. Les prévisionnistes annoncent en effet de nouvelles précipitations dans les prochains jours, accentuant les risques de nouvelles crues. Ces nouveaux épisodes dramatiques soulignent la fragilité de la région face au dérèglement climatique et la nécessité d'améliorer les systèmes d'alerte et les infrastructures de protection pour limiter l'impact de ces catastrophes à répétition. La Chine vient de franchir une étape symbolique dans la lutte contre le changement climatique avec l'ouverture du premier bâtiment ultra zéro carbone au monde, situé dans la province du Shandong à l'est du pays. Hassan Issaka nous en dit plus. Ce complexe inédit se distingue par son autonomie énergétique complète. Il fonctionne à 100% grâce à des énergies renouvelables et n'émet aucune émission nette de carbone au cours de son exploitation. Pour y parvenir, les concepteurs ont intégré un bouquet de technologies vertes, parmi lesquelles la production solaire et éolienne locale, des systèmes de stockage d'énergie avancés ainsi qu'une gestion intelligente de la consommation. Selon les autorités locales, le bâtiment a été conçu pour servir de modèle pilote à la fois en Chine et à l'international. Il pourrait inspirer de nouvelles normes de construction durable dans les années à venir. C'est une étape majeure vers la neutralité carbone. Ces bâtiments démontrent que l'innovation architecturale et technologique peut répondre aux défis climatiques, a déclaré un représentant du projet. Au-delà de son efficacité énergétique, le site intègre également des matériaux recyclés et des solutions visant à réduire l'empreinte carbone de sa construction elle-même, un aspect souvent négligé dans les projets de développement durable. Avec cet édifice, la Chine, qui s'est engagée à atteindre la neutralité carbone d'ici 2060, envoie un signal fort sur sa volonté de concilier urbanisation et transition écologique. C'est la fin de cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi et très bonne soirée à tous.